Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la commission environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire ? Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité ? Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement ? Vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait ? Créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui le négociateur en chef de l'accord qui vient d'être trouvé sur l'impôt mondial minimum qui devra être payé par les entreprises multinationales, un accord historique dont nous allons parler en détail. Je reçois donc Pascal Saint-Amand qui est le directeur des politiques fiscales à l'OCDE. Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Alors vous êtes donc le négociateur en chef de cet accord historique qui a été trouvé au mois d'octobre par la plupart des pays dans le monde, de façon à enfin faire payer un impôt minimum sur les bénéfices réalisés par les entreprises multinationales. J'imagine que vos semaines ont été particulièrement intenses pour parvenir à cet accord historique et on va revenir en détail sur cet accord pour comprendre ce qu'il va changer, mais aussi ce qu'il ne changera pas et les réformes qu'il faudra continuer à approfondir. Alors c'est intéressant parce qu'en plus vous avez non seulement une actualité très forte, mais ce n'est pas votre premier coup, puisque en tant que directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui est une institution peu connue mais absolument fondamentale, vous avez aussi piloté d'autres négociations internationales comme celles qui ont mis fin au secret bancaire il y a plusieurs années. Vous connaissez donc par cœur le fonctionnement des paradis fiscaux et des mécanismes qui permettent aux plus riches comme aux plus grandes entreprises de ne pas payer les impôts qu'elles doivent payer. Et nous allons donc voir ensemble ce qui a changé, selon vous, ces dernières années, les progrès qui ont été réalisés, mais aussi les réformes qui restent à accomplir. Je vous propose, Pascal Saint-Amand, de commencer par l'accord récent sur la fiscalité minimum qui seront payés donc par les multinationales. La matière est complexe, mais je connais vos talents de pédagogue. Et donc, vous allez commencer par nous expliquer ce qui va changer concrètement pour une entreprise comme Apple ou comme LVMH. Ce qui va changer concrètement pour les multinationales, en fait, à peu près 10 000 multinationales, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros, donc c'est une couverture large, c'est plus de 90% du profit fait par les entreprises dans le monde. Ce qui change, c'est que dès que cet accord sera mis en œuvre, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, ces entreprises ne pourront plus localiser une partie de leurs profits dans des paradis fiscaux ou dans des pays où les profits sont taxés à un taux inférieur à 15% effectif. Et c'est en fait un changement fondamental. Pourquoi ? Parce que les règles de fiscalité internationale, qui existent depuis à peu près un siècle, prévoient que les entreprises sont taxées dans le pays où elles sont incorporées sur les profits faits dans ce pays. Donc en gros, une entreprise française va être taxable en France sur les profits faits en France, mais elle ne va pas être taxée sur les profits faits à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ces profits, normalement, devaient être taxés à l'étranger. Sauf qu'avec la globalisation sans régulation fiscale qu'on a eue au cours des 30 dernières années, on a eu une concurrence fiscale. Les petits États ont offert de plus en plus de régimes favorables, se sont livrés à une concurrence fiscale très forte, et in fine, les profits faits par les entreprises à l'étranger ne sont plus taxés à l'étranger et ne sont toujours pas taxés dans le pays d'incorporation des entreprises. Ce qui veut dire que les profits faits à l'étranger sont aujourd'hui taxés à un taux, on ne connaît pas le taux, mais très faible. C'était proche de 0% pour Apple à la grande époque de Apple et de sa planification fiscale. C'est sans doute aujourd'hui proche des 7-8%. Et ce qu'on vient de mettre en place, c'est un accord
mondiale, hein, plus de 90% de l'économie mondiale, 136 pays, tous les pays du G20, tous les pays de l'OCDE, une très grande partie des pays en voie de développement, pour que les profits faits par les entreprises à l'étranger soient taxés à au moins 15% effectifs. Donc c'est un vrai niveau de fiscalité Ça et veut c'est un dire changement. qu'aujourd'hui, votre estimation, c'est que les profits sont globalement taxés à 7-8 et qu'on va passer au minimum à 15. Les profits faits par les entreprises à l'étranger, c'est-à-dire lorsque vous avez une entreprise française qui fait du business en France, ben, le taux effectif d'imposition, il est près du taux nominal d'imposition, c'est-à-dire aux alentours de 25-28%. En revanche, une entreprise française qui fait du business à l'étranger, les profits faits à l'étranger ne sont pas taxables en France, et en réalité, il va y avoir une planification fiscale pour faire en sorte que les profits faits en Chine soient enregistrés à Singapour, que pour les profits faits aux États-Unis, ils puissent être enregistrés en Irlande et qui bénéficient de régimes fiscaux très favorables. Alors, il y a beaucoup de situations différentes, mais les entreprises les plus agressives, celles qui sont les plus malines dans l'utilisation des paradis fiscaux, ont pu réduire leur charge fiscale sur les profits faits à l'étranger à des niveaux extrêmement bas. Et les champions du monde pour ça sont les entreprises américaines qui ont optimisé massivement et qui ont provoqué cette réaction des États-Unis et ensuite du reste du monde pour dire il faut mettre en place un filet de sécurité, il faut mettre fin à cette concurrence fiscale et il faut s'assurer qu'on ait un plancher et que ce plancher ne soit pas à zéro, qu'il soit à 15% effectif. Alors, vous avez dit que la plupart des pays étaient, concernés par cet accord, mais ceux qui ne le sont pas, est-ce que ça veut dire que c'est le nouvel espace de non-coopération et que finalement, tous ces profits vont migrer vers les quelques pays qui ne sont pas partis à l'accord? Ou est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent d'éviter ce contournement? Alors, on n'est pas complètement naïf et je dirais même qu'on est un peu diabolique dans cette approche. Pourquoi? Parce que la façon dont cet impôt minimum mondial a été conçu est telle que nous n'avons pas besoin de l'accord des paradis fiscaux ou de l'accord de tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que le mécanisme, on peut rentrer dans le détail technique, mais il est extrêmement compliqué, mais il est très robuste. Le mécanisme est tel que si une entreprise a localisé des profits dans des pays intermédiaires, un pays intermédiaire, c'est un pays qui s'interpose entre le siège de l'entreprise et le marché où les Par biens sont exemple? vendus. Bien, par exemple, vous avez une entreprise française du luxe qui vend des sacs à main en Chine. Et donc là, c'est les bouts de chaîne, la France d'un côté, la Chine de l'autre. Mais elle peut avoir une holding en Suisse et une entreprise de distribution à Singapour. Eh bien, on n'a pas besoin de la Suisse et de Singapour parce que si les profits sont localisés en Suisse ou à Singapour, soit la France prendra l'impôt minimum, soit la Chine, si la France ne le faisait pas, prendra l'impôt minimum. Donc vous avez la possibilité pour les deux bouts de la chaîne de récupérer l'impôt minimum si un pays intermédiaire ne le fait pas ou si un des deux pays en bout de chaîne ne le fait pas. Ce qui veut dire que pour que ce mécanisme soit efficace, il faut qu'on ait les pays en bout de chaîne et qu'on ait la masse critique. Et avec 136 pays qui représentent 90%, un peu plus de 90% de l'économie mondiale, on a évidemment cette masse critique qui fait que si un paradis fiscal décidait de ne pas rejoindre, ça n'aurait absolument aucune importance. Et comme les paradis fiscaux l'ont compris, ils ont rejoint l'accord en se disant ça fait partie des nouvelles réalités et on est obligé de le faire. Alors, est-ce que ça veut dire que cet accord signe la fin des paradis fiscaux? Alors, il faut toujours faire attention avec ça. Je me souviens d'un président de la République française en Moi 2009 aussi, disant c'est la fin des pour le nom paradis commençait fiscaux. par S. C'est cela. Et donc, c'est toujours risqué de dire ça. Néanmoins, je crois qu'on peut dire que c'est la fin d'une époque où la planification fiscale, la concurrence fiscale, donc la planification fiscale des entreprises, l'optimisation, et la concurrence fiscale entre États, ça va changer de nature. On pouvait avoir une planification extrêmement agressive qui a culminé dans les années 2000 avec les schémas d'Apple, par exemple, où vous aviez ce qu'on appelle du stateless income, c'est-à-dire du revenu apatride. Les profits faits par Apple étaient apatrides. Ils n'étaient pas aux États-Unis, ils n'étaient pas aux Bermudes, ils n'étaient pas en Irlande, ils étaient au milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire taxables nulle part, et donc taxés nulle part, et avec un taux effectif d'imposition qui était proche de zéro. Et on a vu toutes les affaires, notamment liées aux aides d'État sur l'affaire Apple. Et donc, on est passé d'une époque où vous pouviez avoir cette
aspect absolument extrême de réduction de la charge fiscale à l'étranger, à une époque où c'est plus un jeu, on va plus pouvoir jouer et les entreprises ne vont perdre cet instrument-là. Donc, est-ce que c'est la fin des paradis fiscaux? Les paradis fiscaux ont d'autres aspects d'opacité, d'offres offshore, mais en tout cas, c'est la fin de la planification fiscale agressive des entreprises, ou en tout cas, on y met un plancher, et 15% effectif, c'est réel. Je reviens sur ce terme effectif versus nominal. Un taux nominal d'impôt, c'est le taux voté par le Parlement, mais ce taux peut être élevé et l'impôt faible parce que la base peut être faible. Il faut toujours penser qu'un impôt, c'est le produit entre un taux et une base. Et là, ce qu'on regarde, c'est pas le taux nominal, c'est l'impôt effectivement payé, on le rapporte au profit, et là, ça donne le taux effectif d'imposition. Ça veut dire que les pays ne vont pas pouvoir faire de la concurrence sur la base fiscale, ni sur le taux. Et c'est ça le changement radical qui est introduit. Donc effectivement, on est bien sur quelque chose qui me semble marquer un accord historique, une rupture et nous nous en sommes très fortement félicités en Europe. Mais la question est finalement quel rôle l'Europe a joué, dans cette négociation? Et vous avez cité à plusieurs reprises un pays européen emblématique de cette optimisation fiscale, c'est l'Irlande. Il y en a quelques autres. Mais finalement, pourquoi était-il nécessaire impérativement d'avoir besoin de l'accord de l'Irlande alors que vous nous avez expliqué à l'instant que finalement, on peut se passer de ceux qui ne veulent absolument pas jouer le jeu à condition qu'on ait une masse critique sur les pays de marché et sur les pays sièges d'entreprise. Donc pourquoi fallait-il absolument l'aval de l'Irlande? Ce qui est très important pour comprendre ces mécanismes, c'est de revenir aux fondamentaux. La fiscalité est au cœur de la souveraineté, parce que la fiscalité est au cœur de la souveraineté des États. Dans l'Union européenne, on n'a pas encore dépassé ce cadre, et les règles de fiscalité internationale relèvent de la compétence des États. Et pour que l'Union européenne intervienne, il faut qu'il y ait de l'unanimité. C'est le problème de l'unanimité en matière fiscale dans l'Union Que nous européenne n'arrivons pas à dépasser pour l'instant. qui rend les changements assez compliqués. Et donc, la négociation s'est faite par les États membres de l'Union européenne, pas par la Commission européenne au nom des États membres. Et donc, nous avions autour de la table 140 pays, dont 27 pays membres de l'Union européenne. Lors du premier round, parce qu'on a eu deux temps pour l'accord, un premier temps à la fin au début du mois de juillet et un deuxième temps au début du mois d'octobre. Et lors du premier temps, il nous manquait plusieurs pays membres de l'Union européenne. L'Irlande, qui a un taux iconique de 12,5%, un taux nominal, parce qu'en réalité, étant donné qu'il y a pas mal de trous dans la base fiscale en Irlande, le taux effectif d'imposition des profits faits par les entreprises en Irlande, localisés en Irlande par les entreprises, est sans doute plus proche de 6-7% que de 12,5%. Mais il manquait aussi l'Estonie, qui a un régime particulier, il manquait la Pologne et la Hongrie, qui ont des incitations fiscales à l'investissement pour avoir de vraies usines, pour attirer les usines allemandes, les usines françaises ou d'autres pays, et qui ne voulaient pas renoncer à leurs incitations fiscales. Et le fait de ne pas avoir tous les membres de l'Union européenne posait un problème parce que ça voulait dire que l'Union européenne ne pouvait pas, du fait de l'unanimité et du fait que certains pays manquaient, ne pouvait pas transposer l'accord obtenu à l'OCDE en droit européen. Donc le fait qu'un pays membre de l'Union européenne manque fait qu'on a un fort risque que ce soit l'ensemble de l'Union européenne qui manque, donc un bloc fondamental. Dans les blocs fondamentaux, vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe, vous avez la Chine, puis ensuite vous avez quelques pays émergents et les pays en voie de développement. Et donc si vous manquez le bloc de l'Union européenne, ben, cet accord n'a plus de sens parce qu'on n'a plus la masse critique. Donc obtenir un accord et des pays de l'Europe de l'Est et de l'Irlande était critique, et c'est ce à quoi on s'est employé au cours de l'été. Alors, on a parlé de l'Europe, parlons un instant de la France également. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de ressources fiscales supplémentaires pour le budget français, cet accord, international sur la fiscalité?
C'est plusieurs milliards d'euros annuels. Au niveau mondial, on est dans l'ordre de 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires annuelles. C'est significatif. Alors évidemment, si on compare aux dépenses Covid, c'est peu, mais en réalité, c'est un changement très significatif. Pour la France, j'ai pas le chiffre exact, il faudrait demander à Bruno Le Maire précisément quel est le chiffre, mais c'est plusieurs milliards d'euros de recettes supplémentaires. Et au-delà de l'argent, en réalité, c'est une question de justice fiscale. Je crois que ce que l'on a vu, c'est que la globalisation est de plus en plus mal acceptée en raison des inégalités qui en résultent et du sentiment de la part des hommes et des femmes de la rue que les grands échappent à l'impôt et les petits supportent les augmentations de la TVA, l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice qui, je pense, va être en partie traité par le fait que les multinationales très profitables ne pourront plus bénéficier de cette optimisation sans limite qui a été la règle pendant trop longtemps. Donc ça veut dire que, chaque année, d'après vos estimations, toutes les grandes entreprises du monde vont payer au total 150 milliards d'euros d'impôts de plus. Absolument. Mais ensuite, ce qu'on ne sait pas encore, et c'est ma question, c'est comment ces 150 milliards d'euros vont se répartir entre la Chine et la France, si je reprends l'exemple de LVMH que l'on évoquait tout à l'heure, ou sur d'autres secteurs entre l'Europe et les États-Unis, etc. Donc, est-ce que vous avez une première estimation de cela? Et d'autre part, dans le contexte européen, on est en train de négocier ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire la capacité pour l'Union européenne d'avoir des recettes fiscales supplémentaires directement allouées à l'Union européenne sans passer par les négociations de marchands de tapis tous les 7 ans du budget européen, pour notamment rembourser le plan de relance de 750 milliards d'euros que nous avons, là aussi un accord historique que nous avons trouvé il y a un peu plus d'un an. Et pour cela, on estime, nous, en tout cas, la délégation Renaissance, on estime et au Parlement européen qu'on peut s'appuyer sur les recettes supplémentaires, une partie des fameux 150 milliards d'euros que vous venez d'évoquer, pour financer à l'échelle européenne une partie du remboursement du plan de relance. Mais il y a une incertitude sur la façon dont ces 150 milliards d'euros vont se répartir et certains disent finalement les paradis fiscaux vont garder cet argent. Ils vont augmenter leur taux à 15% et puis l'argent va passer, en gros, leur fiscalité va passer, pour simplifier, de 0 à 15 et c'est eux qui vont capter l'argent et pas nous. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, c'est pas du tout le résultat de nos estimations. On a fait beaucoup de travail sur l'évaluation de ce que produirait cet impôt minimum et l'idée que ce sont les paradis fiscaux, les îles des Caraïbes, l'île Maurice qui prendront 15% et qui vont s'enrichir sur le dos de la planète n'est pas une idée très crédible. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont cesser de planifier très agressivement parce qu'il n'y a plus d'intérêt puisqu'elles paieront au moins 15%. Donc elles vont vraisemblablement démanteler la plupart des structures qui utilisent les paradis fiscaux. Par paradis fiscaux, je veux dire les pays qui ont zéro fiscalité. Il y en a. Vous avez les Caïmans, vous avez les Bermudes, vous en avez d'autres. Des pays qui sont ce que j'appelle en anglais un investment hub, c'est-à-dire une plateforme d'investissement comme l'Irlande ou comme le Luxembourg, vont peut-être récupérer une partie de ces montants-là. Je crois que l'Irlande a annoncé qu'ils allaient passer leur fiscalité à 15% effectif au lieu de 12,5% nominal. Mais ça, c'est dans l'Union européenne, donc ça va être une recette qui arrive bien dans un pays membre de l'Union européenne. Et enfin, sur la répartition de cette manne, il y a une question relative au développement. Est-ce que les pays en voie de développement vont récupérer une partie? Et notre réponse est oui, ils vont récupérer aussi une partie parce que les entreprises, si vous avez une entreprise française qui investit en Afrique via l'île Maurice, elle passera plus par l'île Maurice. Et comme elle passait par l'île Maurice, elle essayait de réduire sa fiscalité, prenons le Sénégal, à zéro parce que le profit restait à l'île Maurice et donc il y avait de taxation nulle part. Il n'y en avait pas en France, il n'y en avait pas au Sénégal, il n'y en avait pas à l'île Maurice. Si maintenant la France récupère au moins 15%, l'entreprise n'aura plus besoin de passer agressivement par l'île Maurice et pourra laisser plus de profit au Sénégal puisque les impôts payés au Sénégal seront éliminés
en France via un mécanisme d'élimination de la double imposition. Donc quand on regarde en fait les mécaniques, on voit que ces 150 milliards, ils risquent de se répartir à peu près équitablement entre les pays qui taxent, que ce soit des pays en voie de développement ou des pays développés, et l'idée qu'ils seraient pris par les paradis fiscaux, je crois, n'est pas crédible et ne fonctionne pas. Avant de parler, des États-Unis qui sont un autre facteur, essentiel dans cette négociation et cet accord, un mot sur les pays en développement pour approfondir ce que vous venez de dire et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi en tant qu'ancien ministre du développement et nous avions, monté ensemble, à l'époque Pascal Saint-Amand, le inspecteur des impôts sans frontières, pour justement aider, comme les médecins, vont aider dans l'aide humanitaire, aider, les administrations fiscales des pays du Sud à faire face à cette optimisation, fiscale agressive. Et donc, cet accord, il est aussi bon pour eux. Donc, expliquez-nous très simplement une compagnie minière qui est australienne, américaine ou européenne, qui exploite des matières premières dans un pays d'Afrique centrale, qui aujourd'hui ne payait quasiment aucun impôt en Afrique centrale parce que elle avait localisé ses profits à l'île Maurice ou ailleurs. Demain, concrètement, combien va-t-elle payer à des pays africains et qu'est-ce que ça va changer pour eux? Ah, elle va payer beaucoup plus que ce qu'elle paye aujourd'hui. Ça, c'est pas Aujourd'hui, difficile. oui, c'est pas difficile. D'ailleurs, puisque vous faites référence à Inspecteur des impôts sans frontières, on vient de faire quelques opérations sur des entreprises minières, notamment en Mongolie, et Inspecteur des impôts sans frontières, en quelques années, a aidé les pays en voie de développement à collecter 1,4 milliard d'euros collectés. Et des bases fiscales ont été ajustées pour plus de 3,5 milliards d'euros pour une initiative qui coûte de l'ordre de 1 million d'euros par an. Donc là, il y a un retour sur investissement assez Absolument. énorme. Alors, sur l'impôt minimum pour des entreprises minières, clairement, aujourd'hui, ces entreprises vont localiser la plupart de leurs profits dans des paradis fiscaux et elles vont mettre en place des systèmes un peu compliqués de déduction d'intérêts, de financement qui vont faire que les profits vont être siphonnés pour finir en Suisse ou ailleurs. Ça, ils pourront mettre en place les mécanismes qu'ils veulent, il y aura au moins 15% payés et ces 15% iront soit dans les pays de résidence de ces entreprises minières, les États-Unis, le Canada, l'Australie, soit dans les pays sources. Et en réalité, si on anticipe correctement la rationalité de ces entreprises, elles vont cesser de mettre en place ces mécanismes agressifs parce qu'ils ne marcheront plus. Donc ça sera juste un coût sans bénéfice et donc laisseront par définition beaucoup plus d'argent dans les pays sources, c'est-à-dire dans les pays où se trouvent les mines. Et donc oui, ça va se traduire par une augmentation significative, je n'ai pas le chiffre exact pour les mines, mais des recettes des pays en voie de développement. Ce qui est évidemment une très bonne nouvelle aussi. Et maintenant, venons-en aux États-Unis pour, compléter ce tour du monde. Est-ce qu'on peut dire que cet accord aurait été impossible, avec Donald Trump? Alors paradoxalement, non. Je crois que tout le monde aimerait entendre: «Oui, bien sûr, c'était Vous affreux et pensez que je vous rien ne pose se la serait question fait». pour montrer la complexité des choses? Et en réalité, non. Pourquoi? Alors là, il faut remonter un peu, dans le temps. L'OCDE, en 2012, a lancé un projet qui était la rénovation des règles de la fiscalité internationale. On appelait ça BEPS, c'est un acronyme anglais pour dire l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. Et entre 2012 et 2015, on a travaillé à changer les règles. C'est un projet qui a produit beaucoup de changements, qui a limité la planification fiscale agressive, mais qui l'a pas tué. Le vrai paradoxe, c'est que les États-Unis d'Obama, qui avaient participé à la négociation, avaient laissé faire la négociation sans aucune intention d'appliquer ces règles aux États-Unis. Et le vrai paradoxe, c'est que l'administration Trump, en arrivant, a fait une réforme de l'impôt sur les sociétés américain, en réduisant le taux d'imposition qui était de 35% à 21%. Et donc là, c'était très favorable aux entreprises, mais en réalité, pour financer en partie cette réforme, ils ont élargi la base fiscale. Et ils ont élargi la base fiscale en appliquant ce que l'on avait fait dans le cadre de BEPS. Et notamment, ils sont allés plus loin en mettant en place un impôt minimum mondial américain qu'on appelle GILTI, Global Intangible Low Tax Income. Donc c'est un mécanisme qui prévoit que les entreprises américaines doivent payer un minimum. Ce minimum est assez loin du 15% que l'on a fait. À deux titres. Un, le pourcentage était de 10,5%.
Donc on voit que c'était inférieur. Et deuxièmement, ça paraît technique, mais en réalité c'est très politique, les États-Unis appréciaient le taux effectif d'imposition de leurs entreprises à l'étranger en moyenne. Ça veut dire que si une entreprise américaine avait la moitié de son profit en France, taxé à 30%, et l'autre moitié de son profit au Caïman, taxé à 0%, le taux effectif moyen était de 15%, au-dessus des 10,5%. Et donc Guilty mettait en place un impôt minimum, mais en réalité un impôt minimum assez bas. Ce que nous venons de faire avec l'administration Biden, et c'est un changement radical, c'est que on passe le taux à 15%, qui est beaucoup plus élevé, et surtout, l'appréciation de l'imposition effective à l'étranger ne se fait plus en moyenne, mais pays par pays. Et donc, si vous avez, toujours dans mon exemple, la moitié de vos profits aux îles Caïmans et l'autre moitié en France, ben vous allez devoir payer au moins 15% effectif sur la partie qui est aux îles Caïmans. Donc, paradoxalement, Trump a rendu possible le débat mondial sur l'introduction d'un impôt minimum, parce que les États-Unis l'avaient fait, et Biden a permis de le transformer en un objectif extrêmement ambitieux et à un niveau qui est solide. Bon. En tout cas, merci pour ces explications parce que je pense c'est un moment historique. On ne vit pas, des accords internationaux sur la fiscalité de cette ampleur, tous les jours et c'est important de le décortiquer. Peut-être, une toute dernière question sur cet accord avant de remonter le temps puisque vous avez, depuis, 10 ans, vous êtes un des acteurs, de la lutte contre les paradis fiscaux et donc on va prendre ensuite un tout petit peu de recul pour essayer de faire un bilan de ces 10 années après la crise financière de 2008-2009 d'action politique contre les paradis fiscaux. Et dans l'accord que vous venez de trouver, si vous deviez néanmoins souligner une limite ou un trou dans la raquette ou quelque chose qu'il faudrait approfondir demain, qu'est-ce que ce serait? Alors sur cet accord, en réalité, il n'y a pas vraiment de trou dans la raquette. Ce que j'aime dire, c'est pas une raquette de tennis, c'est une raquette de pala. Pour ceux qui connaissent la pelote basque, c'est une raquette qui est vraiment pleine. Alors, il y a un petit trou qu'on a laissé, je crois, pour de bonnes raisons. C'est ce qu'on appelle un carve-out. Il y a une exception. L'exception, c'est que ne seront pas impactés les profits correspondant à 5% des actifs et 5% des salaires. Ça veut dire quoi, ce jargon? Ça veut dire que si vous avez une vraie usine en Hongrie et que vous avez une exemption fiscale, ben cette exemption fiscale, elle ne concernera pas un petit retour sur l'investissement sur l'usine. Et ça, c'est un trou qu'on a laissé parce qu'il n'est pas illégitime que les pays, notamment les pays en voie de développement ou les pays émergents, puissent continuer à essayer d'attirer des investissements réels et pas juste des profits, mais l'impact sera très limité. Donc c'est ça le seul trou. Et donc Maintenant, ça ne met pas fin à, la concurrence fiscale pour attirer la localisation d'activités réelles. Ce ça, que nous faisons nous-mêmes en France avec le crédit d'impôt recherche, par exemple. Donc chaque pays, a ses propres dispositifs. Cet accord-là ne les modifie pas. Ce qu'il modifie profondément, c'est la localisation fictive, hein, qui déconnecte oui, la base fiscale de l'activité réelle. ça impacte clairement la localisation des profits quand il n'y a pas d'activité, mais même quand il y a des activités, ça va limiter fortement l'impact des incitations fiscales. Donc on laisse une toute petite marge de manœuvre. Et puis l'autre limitation, évidemment, c'est la capacité des États-Unis à adopter la loi qui est en cours de discussion et qui mettra en place la réforme de GILTI, c'est-à-dire la réforme de l'impôt minimum mis en place par Trump pour le monter à au moins 15% et avec une appréciation pays par pays. On est assez confiant que cela se fera d'ici la fin de l'année. Et si jamais cela ne se faisait pas, évidemment, c'est un risque majeur, sur l'accord et donc on surveille ça de très près. Comme je le disais en introduction, vous n'en êtes pas à votre, 1er, coup, de maître en tant que négociateur, en chef, puisque vous aviez aussi réussi, dans les années 2010 à trouver un accord, qui, de facto, met fin, au secret bancaire. Donc avant de rentrer dans chacun des mécanismes que vous essayez, au sein de l'OCDE, de démanteler progressivement, si vous deviez faire une analyse générale, après la crise financière 2008-2009, où les États ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour sauver les banques, restaurer la confiance, faire repartir l'économie,
il y a eu, je pense, une prise de conscience beaucoup plus forte qu'avant que les immenses trous dans la raquette du système fiscal international n'étaient plus supportables d'un point de vue politique et financier. Et donc la mécanique s'est mise en route pour essayer de contrer ça. 10 ans, 15 ans plus tard, quel bilan vous faites? Est-ce qu'on est à un tiers du chemin, deux tiers du chemin, la moitié? Alors d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire de lutte contre l'évasion fiscale ou la fraude fiscale, on a parcouru l'essentiel du chemin parce qu'on a aujourd'hui l'échange automatique de renseignements sur les comptes bancaires et sur les trusts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un Français qui habite en France ouvre un compte bancaire en Suisse ou un trust à Jersey ou une structure offshore au Liechtenstein ou aux îles Caïmans ou où que ce soit dans le monde, eh bien l'information sur ce compte bancaire sera envoyée automatiquement et annuellement à l'administration fiscale française. On a, l'année dernière, eu près de 90 millions de comptes bancaires qui ont fait l'objet d'un échange automatique pour une valeur sur ces comptes bancaires de l'ordre de 10 000 milliards d'euros. Et donc, ce qui s'est passé entre 2008, au moment où il n'existait aucun accord prévoyant l'échange de renseignements, même à la demande, avec les paradis fiscaux, à aujourd'hui, c'est que tous les pays du monde, pratiquement, se sont mis à l'échange automatique de renseignements, et en tout cas tous les pays qui avaient du secret bancaire, et ils échangent ces renseignements avec tous leurs partenaires. Alors il faut maintenant aller plus loin, s'assurer que les pays en voie de développement en bénéficient, mais tous les pays développés et tous les pays émergents en bénéficient, donc il faut étendre ceci aux pays en voie de développement, et c'est un changement majeur. On ne peut plus cacher son argent aujourd'hui, ou alors, si on veut le faire, parce que vous allez me dire, mais Pandora regardez Papers, exactement. Les Pandora's Papers et autres. En réalité, ce que vous voyez, c'est un changement de nature. Il y a 10 ans, vous alliez tranquillement avec votre cravate et votre costume en Suisse, vous serriez la main d'un banquier suisse et vous transfériez en toute illégalité en France, mais en toute légalité en Suisse, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'euros qui étaient complètement abrités du fisc français. Ceci est impossible aujourd'hui. Si vous voulez continuer à cacher de l'argent, et c'est ce qu'on voit avec les Pandora's Papers, vous êtes obligé de passer par des circuits criminels, par un avocat qui est un avocat criminel et par un banquier qui a quitté la Suisse, qui s'est mis à Dubaï en espérant échapper aux régulations ou qui s'est mis dans des circuits où vous avez des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'êtres humains. Et donc pour faire de la fraude fiscale, prendre le risque de perdre la totalité de ses actifs et de se retrouver avec d'autres criminels, c'est pas évident. Et donc vous avez un changement de nature. L'offshore existe toujours. La mauvaise utilisation de ces structures existe toujours, mais c'est considérablement réduite et est liée à des activités criminelles. Et donc, on a un changement de C'est nature. considérablement réduit. Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre qui serait convaincant? Parce que sur ces sujets-là, et malgré les batailles que nous menons et dont nous remportons en partie depuis une décennie, le scepticisme dans l'opinion publique est évidemment dominant, et malheureusement parfois pour de bonnes raisons. Et les Pandora's Papers sont revenus remettre une couche en disant finalement tout ça n'a rien changé. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de manière objective, il y a 10 ans, il y avait tant de milliards d'évasion fiscale et donc tant de ressources fiscales en moins. 10 ans plus tard, on a réduit ce magot, entre guillemets, de 2, de 3, de 4. Alors, je vais vous donner 2 chiffres, très concrets, très factuels, et je ne vais pas faire des estimations parce que estimer ce qui échappe aux impôts, c'est faire, une devinette, et donc on peut ensuite comparer les devinettes, mais on ne sait pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les actifs détenus en Suisse, c'est un exemple, mais ça marche pour tous les paradis fiscaux, pour tous les pays qui avaient du secret bancaire, au cours des 5 dernières années, ont été réduits de 25. Donc, les actifs détenus offshore ont réduit d'un quart. Vous allez me dire, un quart, c'est pas beaucoup. Sauf qu'en réalité, il faut considérer que la richesse a augmenté considérablement, donc il aurait dû y avoir une courbe ascendante et pas une courbe descendante. Et par ailleurs, une partie des actifs en Suisse sont des actifs qui sont déclarés. Vous avez beaucoup d'entreprises, vous avez beaucoup de personnes physiques qui ont des actifs déclarés en Suisse. Et donc, une réduction de 25% des actifs, ça montre qu'il y a eu un impact en réalité majeur. Le second chiffre, pareil, c'est pas une devinette, c'est un chiffre enregistré, c'est un fait. On a collecté
plutôt les États qui ont bénéficié de l'échange automatique de renseignements, ont d'ores et déjà collecté 112 milliards d'euros d'impôts sur des actifs qui étaient offshore et qui ont été déclarés du fait de l'arrivée de l'échange automatique de renseignements. Il y a plus de 500 000, en réalité on est près du million de contribuables qui avaient des comptes offshore, qui les ont déclarés de manière à échapper à la patrouille maintenant qui va pouvoir les identifier. Donc c'est deux chiffres concrets qui montrent qu'on n'est pas sur des mots, on n'est pas sur des motions de principe, mais on est sur un changement réel. Maintenant, pour nuancer ce que je viens de dire, il y a encore des progrès à faire. Je ne dis pas que c'est parfait. Il faut étendre tout ça aux pays en voie de développement. Il faut que les États-Unis, qui ne font pas de la réciprocité sur l'échange automatique de renseignements, y viennent. Et on voit que dans les Pandora's Papers, on a quelques sujets relatifs aux États-Unis, même si ce n'est pas le paradis fiscal ultime, il y a une difficulté là. Et surtout, et c'est ça, à mon avis, la prochaine frontière, il faut travailler beaucoup mieux et beaucoup plus sur la disponibilité de l'information sur les bénéficiaires effectifs. Ça veut dire quoi? Qui se cache derrière les structures? Parce que tant qu'on aura de l'opacité sur ce volet-là, elle est tombée d'un point de vue fiscal, mais elle n'est pas tombée du point de vue de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre la corruption ou de lutte contre d'autres criminalités financières, eh bien, on aura des risques d'avoir toujours des schémas d'évasion ou des schémas de contournement des lois. Et donc si, je suis votre raisonnement, les personnalités politiques, qui ont été, prises la main dans le sac des Pandora's Papers, mmh, peuvent continuer à faire, ce qu'elles faisaient il y a 10 ans, mais c'est plus risqué aujourd'hui où ça les met dans un univers beaucoup plus proche de l'univers, criminel. Très bien, néanmoins, ils continuent de le faire, sinon Alors, il n'y aurait pas les Pandora's Papers. Donc comment on franchit l'étape supplémentaire? Et je ne vais pas donner de nom, ici, mais tout le monde peut avoir des noms en tête en lisant, les articles, des journalistes internationaux qui ont enquêté sur ces sujets, pour faire en sorte que cette fois-ci, on puisse dire: «C'est fini». alors, deux choses. La première, on a tous en tête un ancien ministre du budget français qui avait des comptes en Suisse et à Singapour. Ça, c'est fini. On ne le voit pas dans les Pandora's Papers, parce que ce type de choses est vraiment nettoyé. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale reçoit l'information. En revanche, ce que l'on voit, c'est des hommes politiques, en France et ailleurs, qui peuvent continuer à avoir des structures offshore compliquées, pas pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons de dissimulation. Par exemple, j'ai en tête un ancien chef de gouvernement, ils viennent de perdre les élections en Europe de l'Est pour contourner les lois de financement des partis politiques ou de transparence de la vie politique dans son pays. Alors comment on va faire pour mettre fin à ça? On a mis fin Premier à ministre l'aspect, tchèque, Babiš pour pas le nommer. pour ne pas le nommer. Et donc, comment mettons fin à ça? Il y a deux volets. Il y a un volet de politique, de changement politique, qui est il faut être plus exigeant sur la définition du bénéficiaire effectif et l'effectivité de l'application de cette mesure. Ça, c'est sur le volet politique. C'est le travail du GAFI en grande partie, qui fait plutôt du bon travail dans cette Le direction. GAFI, vous pouvez dire ce que c'est? Le groupement d'action financière, c'est un groupement qui a été établi dans les années 80 pour lutter contre le blanchiment d'argent et établir des nouvelles règles. Sauf que c'est pas qu'ils tournent en rond, ils essayent de faire des progrès, mais c'est des progrès très compliqués pour améliorer les exigences en matière de bénéficiaires effectifs. Puis il y a un second volet qui est un volet de police, d'application. Il faut sans doute plus de moyens aux brigades financières et à l'action des procureurs financiers pour trouver les informations. Vous pouvez avoir les meilleures lois du monde, vous avez toujours des gendarmes et des voleurs. La différence aujourd'hui, au moins d'un point de vue fiscal, c'est que les gendarmes, ils ont des lois à faire appliquer, il n'y en avait pas avant, et puis ils sont armés. Et donc ça rend la vie des voleurs un peu plus compliquée. Alors, avant de venir sur l'Europe, puisque tout le monde a en tête quand on parle évasion fiscale, optimisation fiscale, paradis fiscaux, certains noms de pays européens, on a parlé de l'Irlande, on peut parler du Luxembourg. Un mot sur les États-Unis, parce que nous sommes inquiets, nous, en tant qu'Européens, de voir, y compris sous l'administration Biden, se développer des trous dans la raquette au sein des États fédérés aux États-Unis. Donc, il y en a 5 ou 6 qui sont régulièrement cités. Et j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on en citait un ou deux. Maintenant, on est capable d'en citer 5 ou 6. Et donc, ça va plutôt dans le mauvais sens.
Est-ce que vous partagez cette analyse qui évidemment serait négative par rapport à tout ce qu'on vient de se dire et que fait Joe Biden pour lutter contre ça? Alors, est-ce que ça va dans le mauvais sens? Je crois pas et je crois qu'il y a une attention plus grande aux États-Unis parce qu'on a réduit les problèmes ailleurs et donc l'attention se reporte sur, les endroits où, les problèmes demeurent. Il y a toujours eu plein d'États aux États-Unis où on pouvait et on peut toujours utiliser des structures opaques, notamment fiduciaires, de trust, ou, des, sociétés, unipersonnelles à responsabilité limitée, c'est les fameuses, LLP, du Delaware. Néanmoins, sur la dynamique, elle n'est pas négative, elle est positive. Parce que, juste avant de partir, le président Obama a introduit une nouvelle régulation qui oblige de dévoiler le bénéficiaire légal. On n'est pas sur le bénéficiaire effectif, on n'est pas sur la personne ultime en bout de chaîne, la personne physique ultime en bout de chaîne qui détient la société. Mais au moins, on a maintenant, ce qui n'était pas le cas jusqu'au départ d'Obama, on a maintenant le bénéficiaire légal des structures au Delaware. C'est un progrès phénoménal. Et avec l'échange automatique de renseignements et nos règles, on peut remonter, ça prend un peu de temps, mais on peut remonter jusqu'au bénéficiaire effectif. Et puis récemment, et c'était juste avant le départ de Trump, il y a eu un changement de loi qui, c'est dans le War Act, qui prévoit des règles beaucoup plus exigeantes en matière de bénéficiaires effectifs. Donc les États-Unis ne sont pas le paradis fiscal ultime, même si le fait qu'ils ne fassent pas de réciprocité sur l'échange automatique de renseignements est une difficulté. Ils en discutent avec leurs partenaires, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et en second lieu, ils ne sont pas totalement aux normes sur les bénéficiaires effectifs. Il y a des progrès à faire. Et je crois que l'administration Biden y est très sensible. Maintenant, les processus législatifs aux États-Unis sont toujours très compliqués du fait de la séparation des pouvoirs. Alors, puisqu'on parle de processus législatif compliqué, parlons un peu d'Europe. On a néanmoins, sur tous les sujets que vous venez d'évoquer, hein, le mécanisme, enfin, le reporting pays par pays, ou l'information, l'échange automatique d'informations, ou la question du bénéficiaire final, ou la lutte contre le blanchiment, tout ça, ce sont des textes européens. Hein, donc, il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent, l'immense majorité de ce que la France peut faire sur ces sujets passe à la fois par des négociations internationales du type de celle de l'OCDE que vous pilotez et par l'action au niveau européen. On a parlé plusieurs reprises, vous avez évoqué la question du bénéficiaire final. Moi, elle me semble absolument stratégique, puisqu'effectivement, à la fin, la vraie question, c'est qui bénéficie de toutes ces structures écrans qui sont montées et qui sont d'ailleurs démontables en quelques secondes pour bouger d'un pays à l'autre et donc ainsi échapper aux gendarmes qui certes est mieux armé mais qui ne peut rien faire contre une structure qui se délocalise alors qu'il a mis 6 mois à essayer de la chercher, qui se délocalise en quelques secondes. Donc la question fondamentale, c'est les obligations de révélation du bénéficiaire final. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la fois dans le monde, mais commençons par l'Europe. Il y a des directives sur ces sujets, des directives assez récentes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on est capable en Europe d'aller chercher les bénéficiaires finaux? En droit, oui, puisque l'Europe a effectivement adopté des directives très ambitieuses. Et l'Europe, dans ce domaine-là, est leader et montre l'exemple par rapport aux autres pays. La difficulté qu'on a, je crois, en Europe comme ailleurs, est une difficulté pratique qui est que on peut avoir tous les registres qu'on veut, on peut demander aux agents de remplir toutes les fiches qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est de l'information de bonne qualité. Et la difficulté, c'est s'assurer que on ait de l'information de bonne qualité. On a beaucoup de trafic de drogue et donc beaucoup de blanchiment d'argent de la drogue. Les questions de bénéficiaires effectifs sont relatives à ça. Qui bénéficie de cet argent et on voit que même dans des pays comme la France ou ailleurs, on a ces problématiques d'évasion. Donc ces problématiques ne sont pas seulement offshore, elles sont aussi nationales et elles renvoient à des questions d'application et comment on fait en sorte que les systèmes soient des systèmes plus robustes et fonctionnent mieux. On a aujourd'hui un système où il y a un coût général de l'ensemble des agents parce qu'il faut faire
des vérifications et autres, et ça n'empêche pas certains agents de ne pas les faire et d'échapper à la patrouille. Donc vous avez deux dimensions. Vous avez une dimension de droit, et je crois que l'Europe est très en avance. Puis vous avez ensuite une dimension très pratique. Quand on regarde en pratique quel est le niveau des États, il n'est pas extrêmement bon. Même des pays qui sont assez intègres dans ce domaine-là, comme la Norvège, bien, c'est pas un membre de l'Union européenne, mais c'est un bon exemple. C'est des pays voilà, qui ont du mal à avoir une parfaite notation sur l'identification des bénéficiaires effectifs. Donc c'est un vrai challenge, et il faut que, aussi bien au niveau national qu'européen que mondial, on fasse mieux dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs pour ça que la Commission européenne a présenté en juillet dernier, donc il y a quelques mois, un nouveau paquet anti-blanchiment, précisément centré sur les questions d'organisation, de gouvernance, de sanctions, de traçabilité, etc. Parce que les règles du jeu, on les a, mais je vous rejoins sur le fait qu'elles ne sont pas nécessairement appliquées parce qu'elles sont difficiles, hein. Sinon, tous les gendarmes arrêteraient tous les voleurs tout le temps. Évidemment, ça n'est pas le cas non plus en matière financière. Et donc, il faut renforcer les moyens. C'est pour ça qu'on crée une autorité européenne qui aura des capacités d'action renforcées. Je ne rentre pas dans la technique, mais on est sur ce chantier-là qui doit nous permettre de remporter pour de vrai cette victoire qui nous manque encore, à savoir l'identification effective du bénéficiaire final. Au-delà de ça, si vous deviez citer pour conclure un autre très grand chantier qu'il faut continuer à faire avancer et sur lequel nous n'avons pas encore abouti, ce serait lequel? Il faudrait peut-être commencer un nouveau chantier sur la concurrence fiscale des États en matière de personnes physiques, d'impôt sur le revenu. Mais si on regarde, si on essaye de regarder juste une seconde ce qui s'est passé au cours des presque 15 dernières années, c'est on a une crise financière globale en 2008 qui révèle qu'on a eu de la globalisation sans régulation. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on a introduit de la régulation fiscale de la mondialisation pour rendre la mondialisation plus acceptable. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que ça a marché. Je sais bien que les gens sont sceptiques, rien ne change, rien ne fonctionne. Et en réalité, c'est pas le cas. Les États se sont rendus compte que pour rendre la globalisation plus acceptable, mais aussi pour renforcer leur souveraineté, il fallait passer par de la coopération fiscale, par de l'harmonisation fiscale dans l'Union européenne, qui est une façon de mieux respecter la souveraineté des États ou la souveraineté d'un groupe comme l'Union européenne contre contre les paradis fiscaux, contre ces pays qui ont profité de l'absence de régulation fiscale de la mondialisation pour amasser le jackpot sur le dos des États qui taxent en créant des inégalités et en créant ce sentiment de rejet de la globalisation. Ça a marché, et quand quelque chose marche, je pense qu'il faut le regarder et s'en réjouir. Absolument, et moi j'ai réalisé il y a quelques mois une note pour Terra Nova dans lequel je parlais de la mondialisation du progressisme, et je pense que le première brique qu'on peut donner comme exemple concret, c'est que depuis 10 ans, on a fait des progrès considérables, comme vous venez de le rappeler, sur l'inversion du moteur, hein. Je pense qu'on peut dire que pendant toute la phase de mondialisation néolibérale, les paradis fiscaux ont explosé, les flux offshore ont explosé, et qu'on est aujourd'hui en train de faire le contraire depuis 10 ans, et que ça commence à produire ses premiers effets. Vous avez donné des chiffres concrets. On n'est pas encore au bout du travail, mais quand on regarde ce qui a été fait depuis 10 ans, on peut d'ores et déjà considérer que c'est un bilan qui montre que c'est possible de faire autrement, et qu'on n'est pas forcément soumis à ce Far West qu'est la finance offshore. Et le dernier point, avant de conclure sur une note plus légère en vous posant une question plus personnelle, c'est que le rôle de l'Europe là-dedans est parfois trop souvent résumé à quelques symboles qui existent toujours, hein. L'Irlande pour les multinationales, le numérique, Apple et tous les sièges sociaux des entreprises du numérique, comme le Luxembourg pour d'autres secteurs de la finance. Mais voilà, on a mis en place les règles, et vous le rappeliez dans votre propos, on est aujourd'hui en Europe les leaders mondiaux de la lutte contre les paradis fiscaux. On n'y est pas encore, mais c'est quand même là aussi un changement de braquet considérable. Je me permets de conclure sur cet entretien, et d'abord en vous remerciant, et ensuite par une question un petit peu personnelle. Vous êtes extraordinairement actif sur la scène internationale, même si encore une fois l'institution que vous dirigez est très peu connue du grand public, elle est fondamentale. Donc je voulais savoir quelles étaient vos sources d'inspiration, quels sont les lieux, les espaces, les livres, les auteurs où vous vous régénérez et vous vous inspirez.
De la littérature, je suis sur Eri De Luca qui, permet de voyager, à Naples et dans les cieux et de façon beaucoup plus concrète aussi, une activité physique, le surf à Biarritz qui est une façon de se ressourcer, de retrouver de l'énergie. Ça, c'était pour la page Office du tourisme du Pays basque. Merci beaucoup Pascal Satamand et à titre personnel, bravo pour tout ce que vous faites. Merci À Pascal. bientôt.